Bien, bonjour à tous, bonsoir. Je suis Emmanuelle Jouette, je suis directrice du laboratoire de recherche en santé mentale, sciences humaines et sciences sociales du groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Je suis ravie d'ouvrir la troisième séance d'une série de webinaires que nous mettons en œuvre cette année sur la notion et les approches sur le partenariat en santé, le partenariat de soins. Et pour ce troisième webinaire, je vais laisser Bénédicte Chenu, qui est une de nos proches partenaires au sein du GHU récemment arrivée, présenter notre invité. Quelques éléments techniques. Le webinaire est enregistré afin qu'il soit disponible sur les plateformes plus tard en replay, comme on dit maintenant. Mais c'est essentiellement ce sont les intervenants qui sont filmés ou dont on voit les interventions. Et l'autre chose que je dois... Oui, oui, et que vous avez la possibilité pendant l'intervention, de pouvoir mettre des questions et des réponses, enfin des questions dans le chat et d'intervenir en direct. Et on traitera à la fin de l'intervention, les remarques et questions qui apparaîtront. Voilà, je te laisse la parole, Bénédicte, et je vous souhaite un excellent webinaire. Bonjour à tous, Bénédicte Chenu. Moi, je suis nouvellement proche partenaire au sein du groupe hospitalier universitaire, donc le GHU, et je suis très heureuse d'accueillir Madame Laure Vallon, directrice de projet santé mentale à la direction de l'offre de soins à l'ARS. Voilà, pour qu'elle nous présente, qu'elle développe devant nous la vision et les missions de l'agence de l'ARS, l'Agence régionale de santé Île-de-France, dans l'engagement des usagers en santé mentale. Voilà, bienvenue. Parfait. Merci beaucoup. Effectivement, je vous remercie de me donner cette occasion de partager avec vous des éléments de réflexion et des éléments de témoignage qui sont issus de mon parcours dans sa totalité. Donc, je m'exprime bien mais depuis la place qui est la mienne aujourd'hui à la RS Île-de-France, mais avec finalement le recul de mon parcours professionnel et de mes différentes expériences professionnelles. Donc, ce que je vous présente n'est pas forcément la position très officielle de l'agence vis-à-vis de la question des usagers, mais c'est vraiment la façon dont je peux voir les choses aujourd'hui depuis la place qui est la mienne. Donc, je voulais commencer finalement par vous raconter un peu une histoire très largement inspirée de faits réels, même s'il y a quelques éléments que j'ai un petit peu simplifiés pour la bonne compréhension. Je voulais vous parler finalement d'une directrice d'hôpital assez standard, sans caractéristiques particulières, qui se trouve dans un établissement qui a un moment un petit peu de bascule de son projet d'établissement et un établissement qui se réinterroge profondément sur le service qu'il rend, celui qu'il peut rendre et les orientations qu'il peut proposer pour son bassin de population. Et donc, cet établissement, après multiples réflexions, décide de partir sur une thématique, un hôpital ouvert sur la ville. Donc, on enchaîne les mois de travail, vous vous représentez assez bien, avec les chefs de service, d'abord pour qu'ils acceptent de se projeter dans cette perspective, qu'ils identifient ce qu'ils peuvent apporter, qu'ils travaillent leur complémentarité, qu'on commence à échanger sur les questions opérationnelles, souvent les plus compliquées et les plus conflictuelles, comment on peut mutualiser des ressources pour aller plus loin ensemble, etc. Bref, des mois de travail qui nous permettent d'aboutir sur un magnifique PowerPoint dont on était très fiers et qu'on a donc été présenté un beau jour aux acteurs de ville. Donc, il y avait tout le monde, hein. Il y avait la direction, il y avait le président de CME, etc. Enfin, on était vraiment tout à fait heureux de pouvoir présenter ce document qui était le résultat de très nombreuses heures de travail et dont on était assez fiers. Et puis, je vous le donne en mille, ça n'a pas plu, cette présentation. Ça n'a pas beaucoup plu. Les personnes qui étaient en face de nous n'étaient pas franchement capables d'ailleurs de nous dire ce qu'elles auraient voulu y trouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne leur avait pas apporté ce jour-là ce qu'elles attendaient. Alors, on s'est posé plein de questions de façon plus ou moins apaisée. Certaines personnes de l'hôpital l'ont assez mal pris, puisqu'il y avait autour de ça des questions de légitimité. L'hôpital, c'est nous, puisque c'est nous qui travaillons. Je suis la direction, je suis le président de la communauté médicale d'établissement. L'hôpital, c'est nous. Donc, puisqu'on dit qu'on va faire ça, c'est bien que c'est ça qui est la bonne solution.
Donc, beaucoup de questions de légitimité. Ensuite, on est passé à des stades un peu de remise en question. S'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'on leur explique mal. On n'a pas su trouver les mots, on ne s'est pas bien présenté, etc. Ensuite, on a eu des tentatives de se raccrocher un petit peu aux branches. On a fait des rendez-vous individuels pour essayer de convaincre, etc., etc. Et puis, à un moment, il est arrivé un point de bascule, et ce point de bascule, il a pris la forme d'un interlocuteur complètement externe, quelqu'un qui ne venait pas du monde hospitalier, mais qui venait du monde associatif, de aide précisément pour ceux qui se souviennent de cette période-là, donc qui avait l'habitude d'un travail associatif extrêmement revendicatif. Et c'est là que cette personne nous a fait comprendre, finalement, ça a été tout son talent, que le problème, ce n'était pas du tout ce qu'on avait fait. Ce qu'on avait fait, c'était très bien. Le problème, c'était ce qu'on n'avait pas fait. Et ce qu'on n'avait pas fait, c'était de la co-construction. On était tellement parti finalement dans notre schéma et dans notre certitude aussi d'être légitime et d'être pertinent dans ce qu'on proposait, qu'on avait juste oublié un détail, c'est que finalement l'hôpital, c'est un bien public. Il nous est confié, que ce soit à la direction ou aux professionnels qui y travaillent pendant un moment, mais il appartient à un territoire. Et le sujet finalement, ce n'était pas du tout de convaincre, c'est ce qu'on a compris un peu tard, mais qu'on a fini par comprendre, il était de co-construire. Ça existe, les acteurs qu'il faut convaincre. Les tutelles en font partie. À la place où je suis, toute la journée, je vois des équipes défiler qui ont pour but de me convaincre que leur proposition est la bonne. Donc ça existe, ces interlocuteurs-là. Mais pas la patientèle d'un établissement, pas les usagers, pas les proches. Ceux-là, ils ne doivent pas être convaincus. Ils doivent être écoutés, c'est un minimum. Ils doivent être associés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un minimum. Mais au-delà, l'objectif, c'est quand même de co-construire avec eux l'offre de soins et de services qu'un établissement propose. En fait, ils doivent être complètement partie prenante. Donc, c'est à partir de cette expérience qui était pas complètement une expérience réussie, vous l'avez compris, une expérience qui n'est pas terminée non plus, les choses se poursuivent aujourd'hui, mais c'est à partir de ça que j'ai commencé à réfléchir un peu plus précisément sur l'engagement possible des partenaires d'un hôpital, et puis maintenant, à la place où je suis à l'Agence régionale de santé, l'engagement des usagers en santé mentale au sein pour la construction de la politique de santé mentale et au sein des établissements qui délivrent les soins et les services d'accompagnement. Je vous propose aujourd'hui un topo en 3 parties. Je vous proposerai d'abord qu'on s'arrête sur des éléments de définition, parce que c'est quand même toujours bien de savoir de quoi on parle. Et donc, on commencera, si vous le voulez bien, par réfléchir sur ce que c'est qu'un usager. On passera ensuite sur une deuxième partie sur les différents espaces possibles pour être usager en santé mentale. Quels sont les espaces où les usagers peuvent s'exprimer? On parlera des équipes soignantes, on parlera de la cité, et on parlera également des institutions, depuis les établissements jusqu'au niveau régional. Et puis, je proposerai enfin, mais là, c'est vraiment soumis à votre réflexion et à votre critique, quelques clés pour des professionnels qui souhaiteraient travailler davantage avec les usagers pour que vous puissiez avancer un petit peu dans vos réflexions. Alors, je vous propose d'entamer tout de suite sur cette question très intéressante de définition du terme usager. Alors moi, j'ai gardé un réflexe un peu scolaire, mais qui est quand même souvent assez utile. C'est de commencer par donc réfléchir pour définir ce dont on veut parler et d'aller jeter un petit coup d'œil au dictionnaire, ça fait quand même jamais de mal. Et là, si on ouvre le Larousse, on trouve les 3 définitions que vous voyez là-haut, et c'est surtout la première qui nous intéresse. L'usager, c'est la personne qui a recours à un service, en particulier à un service public. Je vous passe les usagers de la route. Le synonyme, c'est utilisateur. Je trouve qu'on voit tout de suite une ambiguïté autour de ce terme d'usager. Là, la définition, elle est quand même extrêmement passive. Et finalement, on est sur un terme qui ne recouvre peut-être pas toute la richesse de ce que peut apporter vraiment le travail avec les usagers. Donc ça, on le voit dès le Larousse. Juste pour s'amuser, évidemment, le petit point d'attention à ne pas confondre avec l'adjectif usager avec un « et », ce qui n'est évidemment pas du tout notre objectif. Donc ça, c'est la définition du Larousse, une définition de l'usager qui reste quand même extrêmement passive. Il y a une deuxième définition que j'ai trouvée en faisant quelques recherches. Elle est datée, mais je la trouve quand même bien, enfin moi j'ai bien aimé. C'est la définition de la charte de l'usager en santé mentale. Ça date d'il y a 20 ans.
peut-être ça a été un petit peu oublié, mais ça avait quand même fait l'objet de beaucoup de discussions et réflexions, visiblement, avec des accords et des co-signatures des ministres de l'époque. Donc, il y avait certainement eu derrière ça déjà beaucoup de réflexions. On y trouve, je trouve, des éléments très importants. D'abord, le fait que notre usager en santé mentale, c'est une personne à part entière, et c'est quand même toujours utile de repartir de ça, une personne qui souffre, puisque là, elle souffre d'une pathologie au moment où on en parle. C'est une personne qui doit être informée de façon adaptée, claire et loyale. Elle participe activement aux décisions qui la concernent. Elle peut s'estimer lésée. C'est une personne dont on prend en compte l'environnement socio-familial, professionnel. Et puis finalement, c'est surtout une personne citoyenne qui a un rôle à jouer dans la politique de santé et dont la parole doit être écoutée, mais plus qu'écoutée, doit influencer l'évolution des dispositifs de soins et de prévention. Ça a 20 ans, et je trouve que c'est finalement quand même encore très, très actuel. Donc finalement, quand on essaye de mettre un petit peu au clair ce qu'on entend nous par usager dans notre langage, partagé assez largement par les professionnels, on a un peu 3 catégories. On a l'usager patient, celui qui reçoit les soins, celui dont l'état nécessite des soins, avec quelques particularités de cet usager. Contrairement à l'usager de à peu près tous les autres services publics, cet usager-là peut être contraint à recevoir des soins, peut recevoir des soins sans consentement. Donc ça met déjà une certaine particularité dans la vision de l'usager que nous pouvons avoir et que les professionnels peuvent avoir. Avec des questions du coup à interroger, quelle est la conséquence du fait de recevoir ces soins sans avoir donné son consentement pour la représentation que le patient s'en fait? Et puis aussi, comment faire quand on est professionnel pour offrir au patient des perspectives d'avenir qui sont crédibles et dans lesquelles il peut se projeter, y compris quand il vient d'arriver et qu'il est dans les moments les plus difficiles de sa maladie, les moments qui vont le couper le plus de tout l'environnement dont nous bénéficions et dont nous profitons les uns les autres, dans les moments de plus grand isolement. Cet aspect-là de l'usager patient, je trouve que c'est important de l'avoir en tête en permanence. Les professionnels l'ont en tête de toute façon, mais ça me semble vraiment quelque chose à réinterroger en permanence. Comment fait-on avec ce patient qui n'a pas donné son consentement pour des soins, quand c'est le cas, pour qu'il puisse se projeter dans l'avenir, dans son avenir? Ensuite, il y a l'usager que j'ai appelé ici de façon peut-être malpropre, ça se discute tout à fait, au second degré. Donc, ce sont les proches du patient, sa famille, ses amis, ses collègues, ses voisins, etc. Autant de gens qui sont associés de plus ou moins près traditionnellement à l'hôpital. Quand on est en pédiatrie, évidemment que les parents sont associés immédiatement. Quand on est dans des services qui accueillent des personnes dépendantes ou âgées, on a les proches qui sont également fortement associés. En psychiatrie aussi, c'est le cas, mais en psychiatrie, on a aussi une particularité, c'est que le proche et le patient, ce n'est pas forcément la même chose. Ils ne sont pas toujours main dans la main, en tout cas pas au même moment du parcours. On a souvent des questions de timing qui sont assez différentes. Ce qui veut dire que quand on pense une offre, on doit penser l'offre de soins pour le patient et on doit penser l'offre pour son proche et pas forcément les deux en même temps. L'un ne va pas forcément avec l'autre et il faut veiller à ce que chacun ait son espace. Ça pose aussi d'autres questions dont on n'a pas forcément l'habitude dans un hôpital général. Par exemple, quelle est la légitimité de l'hôpital pour approcher des gens qui ne sont pas malades, qui ne demandent rien? Et puis aussi, quelle est la légitimité de l'hôpital pour approcher des gens avec qui le patient est en conflit? Et s'il exprime un refus, finalement, nous sommes qui pour passer au-dessus de ce refus et pour aller contacter ses proches? Tout ça, ça pose des questions qui sont vraiment à la fois passionnantes et très compliquées pour les équipes de psychiatrie. Et puis, il y a peut-être un troisième type de personne, c'est la personne, alors celle qu'on appelle, que les personnes d'ailleurs concernées elles-mêmes désignent comme étant une personne accompagnée, une personne concernée. Les vocables varient un petit peu, chacun se retrouve plus ou moins dans une ou l'autre des terminologies. En tout cas, c'est la personne qui bénéficie des soins et des services d'accompagnement qu'elle sollicite librement, qui contribue à sa trajectoire de rétablissement et à son projet de vie propre. Donc là, on retrouve un petit peu plus l'usager au sens du dictionnaire. Finalement, il mobilise un certain nombre de soins ou de services qui se mettent au service de son propre objectif et de ce qu'il souhaite faire lui. À ce moment-là, la personne accompagnée, elle a clairement une place à prendre dans la communauté, dans la cité,
et elle a une expérience valorisable et à valoriser. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi une caractéristique de la psychiatrie. Les personnes qui ont vécu cette expérience de patient et qui vivent l'expérience de la maladie, elles acquièrent par là même une expérience qui est en soi quelque chose qui est précieux et qui doit être valorisé et qui est parfaitement valorisable. Je précise qu'en fait, on parle souvent entre l'usager patient et la personne concernée, on parle souvent de la même personne à un moment ou à l'autre de son parcours et qu'il y a des allers-retours. On n'est pas soit l'un soit l'autre, il y a des allers-retours en fait qui sont permanents en fonction de la situation. Donc, 2 questions que je voulais partager avec vous à partir de ça. La première, je l'ai notée. Pour les professionnels, je pense que c'est important d'avoir conscience que nous aussi, on peut devenir des usagers. On peut devenir finalement des usagers du savoir issu de l'expérience des patients et des personnes qui bénéficient des soins. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais là récemment, dans le cadre d'un groupe de travail, je me suis retrouvée, moi, à solliciter le regard de personnes concernées sur quelque chose qu'on était en train de travailler à l'agence avec des professionnels. Et je me suis dit, mais finalement, là, c'est moi l'usagère. C'est eux qui me fournissent quelque chose. Et moi, bien que professionnelle, je suis l'usager de leur savoir et le bénéficiaire de leur savoir. Donc ça, c'est quand même une bascule qui est assez intéressante à faire, je trouve, en termes de posture. C'est savoir aussi se mettre à l'écoute et se mettre comme usager de tout ce savoir qui a été accumulé par les patients. La deuxième chose qui est importante, c'est que finalement, c'est aussi à chaque équipe de se faire la définition. Là, je vous ai mis des éléments de réflexion qui sont tout à fait standards et faciles à trouver, mais c'est au sein de chaque équipe qui souhaite vraiment s'engager dans une démarche de partenariat avec des patients que vous devez réfléchir, je pense. Réfléchir ensemble, d'abord pour déconstruire les idées préconçues, parce qu'il y en a beaucoup, y compris chez les professionnels. Donc, vous avez besoin d'organiser ce temps de réflexion en équipe pour commencer par déconstruire finalement les préjugés que chacun peut avoir sur la place des usagers et la participation des usagers. Je pense que c'est important aussi pour éviter les malentendus au sein de l'équipe. Alors moi, je vois souvent ce qui ne va pas très bien, mais les équipes qui ne vont pas bien et qu'on voit ici, parce que vraiment ça va très très mal, souvent on s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites parce qu'elles étaient pensées comme évidentes et que ça aurait été mieux de le dire. Ce que j'en retiens, c'est que finalement, rien ne va sans dire et que pour éviter les interrogations sur le périmètre et notamment par rapport aux proches, qu'est-ce qu'on fait par rapport à eux, etc., la question doit être posée de façon ouverte et discutée en équipe. Encore une fois, sur ce sujet qui est compliqué, je pense que rien ne va sans dire et que c'est à chaque équipe d'avoir sa discussion et d'arrêter sa propre définition. Le dernier intérêt, je pense, de partir de la définition, c'est que finalement, c'est un très bon point d'entrée de l'équipe dans le sujet. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire. Décider de travailler en partenariat étroit avec les patients, c'est une décision d'équipe. Ce n'est pas un projet et ce n'est pas un dossier qu'on va faire un mercredi après-midi parce qu'il se trouve qu'on a 2 heures devant soi, qu'il y a un appel à projet et qu'on se dit qu'on va répondre. Pour le coup, ça ne peut pas marcher comme ça. Cette décision d'accueillir des patients au sein de l'équipe et de promouvoir la place des usagers dans votre offre et dans une équipe, c'est vraiment quelque chose qui nécessite une réflexion d'équipe, qui se travaille sur le long terme, qui nécessite que chacun réinterroge sa posture et la fasse évoluer. Donc voilà, travailler sur la définition, sur le périmètre, finalement, c'est une façon comme une autre d'entrer dans le sujet et de favoriser une discussion d'équipe et que ça devienne vraiment un projet d'équipe. Voilà pour cette première partie, une deuxième partie qui vise plutôt à vous présenter les différents espaces dans lesquels les usagers en santé mentale et les proches peuvent intervenir. Donc, c'est des espaces qui sont vraiment de nature très diverse, sont des propositions finalement, c'est des pistes pour que les professionnels, quelle que soit votre fonction dans l'établissement, vous puissiez trouver ce que vous pouvez faire personnellement ou en équipe pour promouvoir la participation des usagers. Et puis, ce sera aussi l'occasion pour moi de vous indiquer quel soutien l'agence est en mesure d'apporter pour favoriser la place des usagers dans ces différents espaces. Donc, le premier espace, peut-être le plus naturel et peut-être aussi le plus compliqué, c'est l'espace des équipes soignantes, finalement. C'est l'usager au sein des équipes soignantes.
Alors, l'usager, c'est une évidence, mais finalement, peut-être pas tant que ça. L'usager, c'est d'abord un soignant pour lui-même. C'est lui qui vit avec lui-même. Et donc, c'est lui qui doit avoir les outils nécessaires pour, finalement, pour pouvoir vivre au mieux avec sa maladie. Donc là, l'action qui peut être mise en place au niveau d'un service de soins, c'est la promotion des approches de psychoéducation, qu'on appelle aussi éducation thérapeutique du patient. Alors probablement que des personnes beaucoup plus pointues que moi en sémantique seraient capables de vous expliquer la différence. Pour moi, j'avoue que je ne sais pas. Donc dans mon propos, en tout cas, les deux termes sont à considérer comme synonymes, et je vais plutôt parler de psychoéducation. Donc la psychoéducation, c'est un processus qui permet à une personne malade ou à son proche d'acquérir des informations et une compréhension sur sa maladie au travers d'un apprentissage qui est formalisé et qui vise à modifier certains comportements ou certaines représentations. Donc, comme pour tous les apprentissages et comme pour toutes les réflexions, les étapes sont les mêmes. On commence par déconstruire les idées préconçues, par reconnaître les comportements qui sont contre-productifs, qui peuvent aggraver les symptômes dont souffre la personne, par mieux comprendre les conséquences de la maladie sur le quotidien, bien comprendre ce que signifie le diagnostic, finalement ce qu'est la maladie, ce qui la constitue, les symptômes, etc. Donc promouvoir la psychoéducation, ça peut se faire de deux façons quand on est une équipe de soins. Ça peut se faire en concevant son propre programme, et ça peut aussi se faire en utilisant un programme qui est déjà construit et qui est déjà validé. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure et concevoir leur propre programme, il faut savoir qu'il y a quand même des règles assez précises, des recommandations précises à respecter pour faire ça. Là, je vous ai mis simplement une synthèse, mais ceux qui souhaiteraient le faire doivent bien sûr se reporter au site de la Haute Autorité de Santé. Le programme de psychoéducation se conçoit dans un cadre méthodologique qui est strict, qui est précis. Il est animé par une équipe pluridisciplinaire. Il donne une part très importante aux échanges entre pairs et au partage d'expériences. Il respecte, ça c'est un point très important, les questionnements et les rythmes d'apprentissage des participants. Juste un focus, parce que les personnes concernées me le disent régulièrement, c'est important cette histoire de rythme d'apprentissage. Elles expriment souvent le sentiment d'avoir été bousculées à différents moments de leur pathologie, que le temps des professionnels n'était pas le leur, et elles insistent beaucoup là-dessus. Donc là, je me fais simplement leur porte-voix, mais j'insiste pour ceux qui souhaiteraient concevoir ces programmes, vraiment prendre en compte cette notion de rythme d'apprentissage et sans doute penser à réinterroger très régulièrement les participants pour vérifier où elles en sont dans leurs apprentissages et s'il est nécessaire de revenir en arrière. Bon, je passe sur les notions qui sont transmises et puis je rappelle simplement que pour animer ces programmes, les professionnels doivent être formés avec ce fameux programme de 40 heures d'éducation thérapeutique. Donc peut-être que le premier objectif finalement, c'est de faire de l'usager un soignant pour lui-même. Une fois qu'il a fait ça, il peut probablement devenir aussi un soignant pour les autres. Je vous rappelle ces trois notions, je pense qu'elles sont largement partagées, mais c'est important peut-être de se les rappeler, les différents types de savoirs. Il existe des savoirs académiques et scientifiques qui sont issus des recherches. Il existe des savoirs professionnels, issus de l'expérience professionnelle, sur la façon de soigner, d'accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques. Et puis, il existe des savoirs qui sont issus de l'expérience. Et ça, c'est un savoir qui n'appartient qu'aux personnes qui ont vécu l'expérience par définition. Donc, il n'est pas... Ce sont des savoirs différents qui sont aussi légitimes, aussi utiles et aussi pertinents les uns que les autres, mais qu'il est utile de mélanger finalement et de coupler, de cumuler pour réussir à offrir le meilleur service et le meilleur soin possible. Un petit zoom sur un programme qu'on affectionne particulièrement ici à la RS Île-de-France, même si on n'est pas les seuls, c'est le programme des médiateurs de santé pairs. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on publie un appel à projet tous les ans, sur lequel toutes les équipes peuvent candidater. D'ailleurs, celles du GHU le savent bien. On a commencé à le déployer en 2012, mais en fait, il y a une petite interruption et ça a recommencé de façon plus organisée depuis 2018. Ce programme, il est développé par le CCOMS. Nous, au niveau de l'agence, on y apporte simplement une valence financière, c'est-à-dire qu'on apporte à l'établissement qui le demande le financement à la fois de la formation et du salaire du médiateur de santé pair pendant 2 ans.
Sinon, c'est vraiment le programme développé par le CCOMS. Il n'y a aucune particularité pour l'Île-de-France. Et ce programme est encadré par un cahier des charges, puisqu'il fait aussi l'objet par ailleurs d'études, donc on a besoin que les choses soient raisonnablement comparables, auxquelles donc, je vous invite à vous y reporter. Nous, on publie chaque année un cahier des charges, un appel à projet pour une petite dizaine de postes, et on va le faire cette année également. Donc là, vraiment, quelque chose où les équipes et où l'agence se retrouvent, ça peut être autour de la promotion de ce programme de médiateur de santé pair. Bon, ce n'est pas la seule façon d'être père aidant, hein, les médiateurs de santé pair. C'est une modalité d'exercice, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont tout aussi légitimes et pertinentes. Elles ont simplement en commun des principes fondateurs que je vous ai mis là. Le non-jugement, le partage réciproque d'expériences, l'échange d'informations, le soutien. Mais il y a différentes modalités de pair-aidance. Nous soutenons préférentiellement le programme des médiateurs de santé pair parce que c'est la politique qui a été prise, mais les autres formes sont tout aussi pertinentes et tout aussi légitimes. Donc l'usager est un soignant pour lui-même, il est un soignant pour les autres. Les proches aussi, on leur place au sein des équipes soignantes. Alors d'abord, parfois, là, ça, je le laisse à votre interrogation, mais on les place où ils se sentent mis en position de substitut du patient pour les décisions que son état l'empêche de prendre, ce qui, voilà, est en soi quand même une très, très grosse difficulté. Les proches au sein des équipes soignantes sont aussi des personnes qui souffrent et qu'il faut soulager. Là aussi, vous le savez bien, sont les aidants de personnes atteintes de troubles psychiques sont aussi des personnes qui souffrent. C'est particulièrement ressorti récemment du document Le baromètre des aidants qui a été publié par l'UNAFAM, qui est très éclairant, hein, s'il fallait l'être sur ce sujet. Je vous invite vraiment à aller voir ce document, il est passionnant. Et on y apprend, on trouve la confirmation qu'une immense majorité des proches et des aidants de personnes souffrant de troubles psy déclarent que ça a un impact négatif sur leurs propres relations sociales ou sentimentales. On sait tous l'importance de ces relations sociales pour nous tous, hein, pour notre propre santé mentale. Donc évidemment, quand on déclare ça, on a des proches qui sont très probablement en souffrance. Ils sont quasiment la moitié estimés avoir été fragilisés économiquement. Ils sont plus de la moitié à formuler que la maladie de leurs proches a un impact sur leur propre santé. Donc, si on en doutait, vraiment proposer des actions vis-à-vis des proches de façon aussi systématique que possible, c'est quelque chose qu'une équipe soignante a vraiment besoin d'avoir à l'esprit. Donc, les proches, ce sont certes des personnes qui souffrent et à qui on doit proposer des programmes pour qu'elles souffrent moins et qu'elles se sentent mieux, mais c'est aussi des personnes qui contribuent au rétablissement et peut-être les premières personnes qui vont contribuer au rétablissement de leurs proches quand les patients ont leurs proches avec eux, bien sûr. Donc, il existe des programmes de psychoéducation qui leur sont spécifiquement dédiés. Là, j'ai mis un petit focus sur le plus célèbre d'entre eux, qui est Pro-Famille, donc un programme qui vise à améliorer la qualité de vie des familles qui ont un proche souffrant de schizophrénie et d'améliorer le fonctionnement de leurs proches malades. Je vous ai remis la description, vous trouverez toute la documentation nécessaire en ligne. Donc, c'est vraiment un très beau programme qu'on va essayer, nous aussi, de soutenir un petit peu plus au niveau de l'agence. Et puis, je vous ai mis les différentes modalités d'implication des proches dans les soins de plus en plus intensives et qu'on voit se développer aujourd'hui. Et on est très heureux de pouvoir soutenir régulièrement les équipes qui proposent ça. Donc, au niveau de l'agence, finalement, on a pour l'instant, on a 3 modalités d'intervention possibles. On peut soutenir les initiatives des équipes, ça c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est le plus facile aussi pour nous, hein. Sincèrement, ce sont les équipes qui portent des projets, les établissements qui viennent nous les présenter, qui chiffrent leurs besoins, et puis on essaie d'y répondre au maximum des possibilités. Donc c'est une action de soutien des initiatives locales. Quand on veut aller un petit cran plus loin, on se met à impulser ou à promouvoir un certain nombre de programmes. C'est le cas clairement pour les médiateurs de santé pair. Nous sommes en réflexion pour, par exemple, un certain programme de psychoéducation pour être en position plus proactive, pour impulser, pour encourager les équipes à se positionner autour de ces programmes. Là, les modalités sont vraiment encore en discussion, mais on est en train de réfléchir très sérieusement à se mettre en position plus proactive vis-à-vis du développement de ce type de programme.
Donc voilà tout ce que l'usager et ses proches peuvent faire au sein des équipes soignantes. Ensuite, on a l'usager, bien sûr, qui a toute sa place dans la cité. Là, je vais être assez rapide parce que je pense que c'est des choses qui vous sont qui vous sont largement connues. Et puis, je suis volontairement pas exhaustive du tout. Je voulais quand même vous dire un mot sur les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, pour vous rappeler, donc on en a environ 350 en France, qu'elles répondent à un cahier des charges qui est fixé par une circulaire. Sont des lieux qui sont en général à l'initiative des personnes vivant avec des troubles psychiques ou des associations de ces personnes. Ce sont des lieux de convivialité, de rencontres, de loisirs, d'entraide. Et le principe, c'est la pratique d'activités qui donne l'occasion de créer des liens et qui permet de développer la convivialité et le soutien entre pairs pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Il y a un autre modèle que je trouve intéressant, donc je voulais profiter de cette occasion pour le partager avec vous, c'est le modèle du Clubhouse. Le Clubhouse, donc c'est un modèle international, c'est un modèle qui est développé depuis plus de 60 ans dans plus de 30 pays. On n'a pas été complètement en avance en France puisqu'on a ouvert ça en 2011, donc on n'était pas les premiers. C'est quelque chose d'un petit peu plus structuré peut-être que le GEM. Ça se fait vraiment un tremplin pour la vie sociale et la réinsertion professionnelle pour les personnes vivant avec un certain nombre de troubles psychiques graves. Donc, le Clubhouse est peut-être plus organisé et intervient sur une période peut-être un petit peu plus brève que les GEM. On n'est pas tout à fait dans la même logique. Mais on est toujours dans l'idée de l'entraide entre pairs et de l'accompagnement et de pouvoir accéder à une vie épanouissante. Et puis, en ce qui concerne le Clubhouse, de travailler sur l'accès à l'emploi. Donc, deux structures qui placent vraiment l'usager au cœur de la cité. Ces structures ont une vie entre elles, si je puis dire, mais elles ont aussi une vie extérieure, elles favorisent les liens avec des intervenants autres et elles accompagnent leurs adhérents dans les activités sociales, culturelles, politiques qui sont les nôtres finalement. Donc elles représentent bien, je trouve, la place que l'usager peut prendre dans la cité en tant tout simplement que citoyen comme chacun d'entre nous. Alors, je vous propose maintenant de passer à une troisième partie qui est l'usager représenté ou représentant à l'intérieur des institutions. Donc là, pour le coup, on est dans un espace qui est totalement différent. Il ne s'agit plus d'intervenir directement dans les prises en charge, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, mais bien de porter la parole des usagers pour influer la politique de l'établissement ou les politiques publiques selon le niveau où on se trouve. Alors, les diapos sont un peu chargés, mais vous allez les avoir certainement, donc je vais m'arrêter simplement sur les éléments qui me semblent les plus importants. Donc là, on est bien au niveau de l'établissement, au niveau de l'hôpital, où on a une représentation des usagers qui est organisée par les textes, qui relèvent tout à fait de la loi et de la réglementation. Donc, le principe de ces usagers, c'est qu'on repose sur des associations qui sont agréées et que les usagers exercent leur mandat au nom de tous les usagers. Donc, il n'y a pas de spécificité pour les usagers en santé mentale dans cette histoire-là. Et la commission des usagers, par exemple, d'un établissement, d'un centre hospitalier général, ne va pas nécessairement comporter de représentants des usagers issus d'une association en santé mentale. Donc, on est vraiment sur l'idée que les usagers représentent tous les usagers sans aucune spécificité par pathologie. Autre chose aussi, les usagers sont membres d'associations, ils ont une activité bénévole dans cette association, mais ils ne sont pas forcément eux-mêmes à titre personnel d'anciens usagers des soins, en particulier dans l'établissement où ils interviennent. Donc, on est bien sur une notion de représentation et pas directement sur l'expression des usagers concernés. Bon, je vous passe sur les modalités de désignation, etc. Sachez simplement que ce que je vous ai dit là concerne l'hôpital et dans les établissements sociaux et médico-sociaux, on a également une participation des usagers par le biais du Conseil de la vie sociale. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette diapo qui est un peu lourde, simplement pour vous dire que quand on regarde les compétences de la commission des usagers, on a l'impression que tout y est.
participer à l'élaboration de la politique en ce qui concerne la prise en charge, associée à l'organisation des parcours de soins, elle peut se saisir de tous les sujets, elle est informée des réclamations et des événements indésirables graves, elle recueille les observations et elle peut même proposer un projet des usagers. Donc on a l'impression qu'avec tout ça, la participation des usagers, elle va de soi. Bon, en réalité, la limite de ça, c'est que la commission des usagers, ça reste un espace dédié aux usagers, où les professionnels viennent, interviennent, animent, etc., rendent compte de leur action. C'est quelque chose de très important, mais ça reste un espace spécifique. Il me semble, mais c'est vraiment soumis à votre à discussion, hein, mais moi, il me semble que la question maintenant, c'est plus tellement d'avoir un espace dédié pour les usagers. Cet espace, il reste nécessaire, hein. Mais l'enjeu, je pense que c'est vraiment d'aller irriguer au cœur des équipes de soins, au plus près de la prise en charge et de ceux qui s'occupent vraiment au quotidien des patients. Et ça, la CDU, par définition, c'est une commission, c'est une instance, elle ne peut pas faire ça. Bon, ça, je vais vraiment passer rapidement sur la composition. Donc là, on était dans la représentation au niveau de l'hôpital. Je vous propose maintenant de sortir du périmètre de l'établissement et on va monter au niveau départemental. Il y a 2 espaces qui me semblent vraiment importants au niveau départemental que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement. Alors, je vous dis tout de suite, puisqu'on est ici au GHU, que l'organisation de la CDSP du 75 a un certain nombre de spécificités dans son fonctionnement. Là, ce que je vais vous dire s'applique à toutes les CDSP et ne reflète pas forcément les particularités du fonctionnement de celle de Paris. Donc, je vous rappelle rapidement les missions de la commission départementale des soins psy sans consentement. Elle est chargée sa mission générale, c'est d'examiner la situation des personnes admises en soins sans consentement au regard des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Donc, c'est vraiment une mission absolument essentielle. Donc, elle dispose pour ça d'un certain nombre d'informations qui sont extrêmement précises et exhaustives, puisqu'elle est informée de toute décision d'admission sous contrainte, qu'on soit sur décision du directeur d'établissement ou sur décision du représentant de l'État, du renouvellement et de la mise à fin de ces décisions. Elle reçoit les réclamations des personnes ou des conseils qui les représentent. Elle examine leur situation. Et puis, elle les examine également de façon systématique dans un certain nombre de cas, en particulier à chaque fois que l'admission a été prononcée dans le cadre du péril imminent, et puis pour toutes les personnes dont les soins sans consentement se prolongent au-delà d'une durée de 1 an. Donc, c'est vraiment une instance qui est extrêmement importante. Elle doit visiter d'ailleurs les établissements, et où vous voyez les représentants à la fois de personnes malades et de proches de famille sont tout à fait présentes. Alors, ce que je vous ai indiqué là, c'est pas la théorie, c'est le texte, hein, donc c'est censé être aussi la pratique. Bon, en réalité, le fonctionnement des CDSP, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué notamment parce que si les membres veulent faire vraiment toutes les missions que je viens de vous citer, vous comprenez assez vite que c'est une charge de travail qui est considérable et que ce n'est pas évident de trouver les personnes qui sont disponibles pour faire ça. Donc, à l'heure actuelle, j'en profite pour lancer un petit appel à candidature. Sur le site de l'agence, on a lancé donc un appel pour renouveler la composition d'un certain nombre de CDSP sur lesquels nous avons des postes vacants. Alors, de mémoire, l'appel à candidature s'est terminé au 30 avril, mais on n'a pas fait le plein. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, il ne faut surtout pas hésiter. Ce sont des commissions qui sont vraiment des points importants pour la garantie des droits des personnes en soins psychiatriques sans consentement et qui méritent, je pense, qu'on s'y intéresse et qu'on leur accorde au mieux toutes les possibilités de fonctionner et de mener à bien leur mission. Donc, commission départementale des soins psy sans consentement. Et puis, au niveau départemental également, un organe qui est je ne sais pas d'ailleurs s'il est si connu que ça, le Conseil territorial de santé. Pourtant, pour nous, c'est un acteur clé. Le Conseil territorial de santé, c'est une des instances principales de démocratie sanitaire. Donc, derrière ce grand mot de démocratie sanitaire, il y a l'idée assez simple d'associer tous les acteurs de santé, y compris les usagers, pour élaborer et pour mettre en œuvre la politique de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Je cite le site de l'agence.
Le travail de l'agence pour ça, c'est d'organiser et de faire vivre. Mais nous ne présidons pas les conseils territoriaux de santé. On a vraiment un rôle d'animation pour que cette instance importante de démocratie sanitaire puisse vivre. Je passe sur toutes ces missions, vous les voyez là, juste un petit focus particulier sur le fait que le Conseil territorial de santé donne un avis sur le projet territorial de santé mentale. C'est pour avoir assisté à, pas tous, mais quasiment toutes les réunions qui ont permis aux conseils territoriaux de santé de donner leur avis, ça donne lieu à des vraies discussions. On n'est pas dans un avis où on passe le truc en 3 secondes et c'est réglé. Ça donne des présentations, des discussions, les gens s'expriment. Elles sont vraiment des instances qui sont extrêmement intéressantes, je trouve, à suivre et qui sont vraiment des lieux de discussion si chacun accepte de les considérer comme tels. Ils ont en plus des vraies compétences, puisque vous voyez, ils peuvent faire toute proposition pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire. Et ces propositions sont vraiment prises au sérieux au niveau de l'agence. Là aussi, j'en profite pour le dire. Les propositions des conseils territoriaux de santé sont des choses auxquelles on prête vraiment la plus grande attention. Alors, là, la simple chose que je voulais vous montrer, c'était l'existence dans ce conseil territorial de santé d'un collège des usagers du système de santé qui permet une représentation effective de ces usagers. Et puis, vous rappelez aussi que de façon prévue par les textes, chaque conseil territorial de santé dispose d'une commission spécialisée en santé mentale. Et que cette commission spécialisée en santé mentale, dans la plupart des départements d'Île-de-France, ça a été la cheville ouvrière de la préparation du projet territorial de santé mentale. Donc, on est vraiment sur un endroit qui prend tout son sens et qui a vraiment du poids. On va monter maintenant d'un cran et on va passer au niveau régional. On continue avec nos instances de démocratie sanitaire. Ça me semblait essentiel de vous dire un petit mot de la Conférence régionale santé autonomie, la CRSA. Donc, elle a été créée par la loi de 2009, c'est pas récent. C'est un organisme consultatif, mais consultatif là aussi extrêmement important à écouter, qui contribue à la définition, à la mise en œuvre de la politique régionale de santé. Ce que je vous ai mis là est extrait du site de l'agence, donc je ne vais pas tout lire, mais voilà, sachez que c'est vraiment un lieu privilégié de concertation. En vrai, il y a toujours un représentant du directeur général de l'agence, il y a plusieurs personnes qui sont là. La CRSA, c'est aussi pour nous vraiment une instance importante avec différents collèges, dont un collège de représentants des usagers. Donc, vous le voyez tout au long de la chaîne, finalement, je ne vais pas détailler le niveau national, mais il y a également, bien sûr, des représentations des usagers au niveau national. Donc, tout au long de la chaîne, à tous les échelons, la représentation des usagers, elle est pensée. Le sujet maintenant, encore une fois, je pense, c'est d'abord de faire vivre ces différents échelons, et ça, c'est un challenge de tous les jours, en particulier parce que les usagers, dans leur immense majorité, sont bénévoles et on donne de leur temps, un temps qui, pour eux, comme pour tout le monde, est limité, donc il y a véritablement un enjeu là de disponibilité. Mais l'important, c'est aussi de ne pas rester fermé dans ces espaces dédiés aux usagers ou dans ces espaces de concertation, mais vraiment d'aller, je pense, irriguer au plus près des équipes. Je voulais vous dire un mot quand même des projets territoriaux de santé mentale. J'appelle encore ça une nouveauté, même si ça ne l'est plus vraiment, mais on n'est jamais qu'à notre première génération qui est en train d'émerger. Donc, je passe assez vite puisque je pense que vous connaissez bien tout ça. Les projets territoriaux de santé mentale ont 2 originalités. D'abord, c'est clairement une démarche de parcours. Et ensuite, c'est une démarche qui est portée par les acteurs locaux à l'initiative des acteurs locaux. L'agence, là-dedans, joue un rôle d'animation. Elle est garante de la mise en œuvre de la démarche et de son bon déroulement. Mais ceux qui parlent, ce sont vraiment les acteurs locaux et les idées sont vraiment les leurs. Donc, les projets territoriaux, je vous rappelle, s'articulent en 3 étapes. La première étape, c'était un diagnostic partagé. Ça a été fait pour tous les territoires d'Île-de-France. La deuxième étape, c'est le projet territorial de santé mentale en tant que tel, qui donne lieu à un certain nombre de fiches actions
discuter avec les instances locales et le Conseil territorial de santé. Ça, depuis peu de temps, c'est bon aussi partout en Île-de-France. Donc, on a nos 9 PTSM sur 9 qui ont été transmis au directeur général de l'Agence régionale de santé. On est en train d'approuver les derniers. On va donc pouvoir passer à la troisième et dernière étape, qui est l'étape de contractualisation entre les acteurs, les acteurs du terrain et l'Agence régionale de santé. C'est là où on formalise la contribution de chacun. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce qu'on met ensemble? Comment on fait finalement pour décliner de façon très opérationnelle les fiches actions qu'on aura jugées prioritaires ensemble? Donc ça, c'est notre travail des prochains, j'ose à peine dire mois, parce que c'est considérable et ça fait un peu peur, mais enfin quand même des prochains mois. L'idée étant de garder la dynamique sur chacun des territoires. Donc là aussi, la réalité varie selon les territoires, mais dans le principe, on avait bien des représentants d'usagers dans les comités de pilotage de chacun de ces PTSM, plus souvent peut-être d'ailleurs des représentants de proches que des représentants d'usagers. Et il faut quand même toujours garder à l'esprit que ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Donc ça, ce sera sans doute aussi un point à travailler pour l'avenir, de favoriser à la fois la représentation des proches et la représentation des usagers eux-mêmes. J'arrive à la troisième partie de ce que je voulais vous présenter, qui est finalement presque aussi un peu une conclusion. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a étudié tous les espaces où l'usager pouvait intervenir, finalement, est-ce que la solution, est-ce que la posture la plus adaptée, c'est peut-être celle de le considérer comme un collègue, presque comme un autre. Je ne sais pas si c'est complètement comme un autre, mais presque comme un autre. En tout cas, de se mettre dans cette posture-là, de dépasser le clivage qu'on est beaucoup à avoir quand même un peu en arrière-pensée des professionnels versus les usagers, et de se dire que finalement, l'usager aussi, dans des conditions qui doivent être favorables et qu'on va voir tout de suite, peut-être on peut considérer tout simplement comme un collègue et comme quelqu'un qui va participer à la construction de l'offre de soins, voire aux soins lui-même. Alors, ce que je vous propose là, ce ne sont que des pistes. Là encore, je vais renvoyer à votre propre réflexion et à vos propres propositions. Juste un petit retour d'expérience pour vous dire ce qu'on a essayé de faire au niveau de l'agence, en tout cas depuis, pour les choses que j'ai vécues personnellement. Il y a sûrement eu beaucoup de choses avant, mais là, je voulais partager avec vous 3 tentatives que j'ai pu vraiment faire directement pour essayer d'impliquer les usagers et ou les proches dans nos travaux tout à fait quotidiens avec les professionnels. La première chose dont je voulais vous parler, la première expérience, c'était celle du groupe de travail sur la pédopsychiatrie. Alors là, on a... Bon, c'est un sujet compliqué, la pédopsychiatrie. On a, depuis le début, ça me semblait vraiment très important d'intégrer, alors pas forcément des usagers, mais en tout cas des parents, l'histoire, la vie, enfin bref, la solution qu'on a trouvée, ça a été d'insérer 1 ou 2 parents dans des tout petits groupes de travail qu'on avait mis en place, qui avaient chacun des questions très pratiques à traiter. Donc, on a trouvé des parents, en général, enfin, ça dépend des parents d'ailleurs, qui ont accepté de participer avec nous au groupe de travail. Alors, ça a eu des côtés tout à fait intéressants. Simplement, on avait un parent ou un couple, et puis on avait 10 professionnels, parfois un peu plus. Et il y a eu des moments de déséquilibre qui étaient un petit peu compliqués. Alors, les parents concernés ont eu la gentillesse de ne pas s'en plaindre. Moi, j'ai parfois eu l'impression de ne pas réussir à leur donner suffisamment la parole, de ne pas réussir à transformer leur expérience personnelle en un vrai savoir expérientiel, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Ils parlaient de la situation de leur enfant. Les professionnels leur répondaient, essayaient d'expliquer ce qui avait été fait, parfois constater qu'effectivement, ce n'était pas conforme à ce qui aurait dû être fait. Tout ça, ça passait. Mais on était vraiment très sur leur vécu individuel, le vécu de leur enfant, et sur ce qu'ils connaissaient d'un point de vue très personnel. Et j'ai un peu regretté qu'on n'arrive pas ensemble à basculer finalement et à avoir une parole. Si on n'y arrivait pas, je précise tout de suite que c'est largement à cause de ce choix qui a été fait de les insérer dans les groupes de travail. Ils étaient de toute façon isolés dès le début. Donc, quand s'est reposé la question d'intégrer les usagers pour un autre groupe de travail thématique qui portait sur la réhabilitation psychosociale, je n'ai pas voulu faire pareil.
Parce que cette expérience, sans être complètement négative sur la pédopsychiatrie, je trouvais qu'on pouvait vraiment faire mieux. Donc, on a fait différemment pour la réhabilitation psychosociale. On a sollicité 2 associations, le Clubhouse et une autre association. Donc, ce sont les organismes qu'on a sollicités et eux ont sollicité leurs membres qui ont travaillé de façon collective sur les documents qu'on transmettait au groupe, etc. Et ils étaient ensemble, on se réunissait en visio forcément, mais enfin, ils étaient eux ensemble. Et finalement, ils portaient une parole collective et qui se nourrissaient de leur expérience et de leur vécu à chacun. Mais ce qu'ils rendaient au groupe, ce n'était pas immédiatement leur expérience personnelle. C'était quelque chose qui était issu d'une réflexion collective. Et là, franchement, c'était génial. On a eu des prises de parole très belles, très émouvantes d'ailleurs. On a eu des échanges que j'aurais jamais cru voir dans un groupe de travail de l'ARS. Notre appel à projet s'en ressent, je pense. Il y a quelques termes, la bienveillance, tout ça, enfin des termes qu'on ne voit pas habituellement dans des documents administratifs et là qu'on a pu intégrer. Moi, j'étais très, très heureuse de cette expérience, mais ce qui a rendu ça possible, c'est qu'on leur a donné les moyens de construire une pensée collective et de l'exprimer par rapport au groupe. Ce que les participants des groupes de travail pédopsie n'avaient pas eu à cause de la méthode qu'on avait eue pour les associer. Dernière, mais première dans le sens chronologique, modalité qu'on a essayé de mettre en œuvre pour associer les usagers, c'est pour un appel à projet célèbre, l'innovation organisationnelle en psychiatrie. Il est particulièrement, enfin c'est un des 2 appels à projets nationaux emblématiques que les agences régionales de santé ont la lourde tâche de préparer, dans le sens où nous recevons les dossiers, nous devons les instruire par rapport à une grille qui nous est fournie par le niveau national et les interclasser. Et alors interclasser 83, en général c'est ce qu'on reçoit, projets qui sont quand même globalement tous très bons, c'est quand même très compliqué. Donc nous, au niveau de la RS Île-de-France, on ne souhaite pas faire ça tout seul. Donc on a mis en place un jury qui associe des représentants d'établissements, des fédérations et des représentants des usagers. Et en l'occurrence, c'est l'UNAFAM qui a accepté depuis 2 ans de se prêter à cet exercice un peu compliqué. Quand on travaille et quand on procède à l'interclassement, on fait par vote. Donc, le poids des représentants de l'UNAFAM est exactement le même que celui des fédérations. Enfin, il n'y a pas de pondération. Donc, ça donne un poids tout à fait important à ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant comme façon de travailler. Alors après, on peut s'interroger, notamment pour voir si on ne pourrait pas faire intervenir d'autres représentants d'usagers que l'UNAFAM. Là, c'est vrai que ça s'est fait comme ça parce que les contacts étaient ceux-là, mais peut-être qu'on pourrait travailler un peu différemment ça. Mais l'idée d'avoir un jury où on a les représentants d'établissements, les fédérations et les représentants des usagers qui discutent ensemble, puis qui votent avec un poids qui est le même pour chacun, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà les 3 expériences que j'ai pu faire depuis mon arrivée à l'agence sur ces sujets-là. Elles ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Aucune n'est la solution miracle. J'ai quand même une préférence pour ce qu'on a obtenu sur le groupe de travail réhabilitation psychosociale. J'en profite pour vous rappeler les attentes de l'agence vis-à-vis des établissements en ce qui concerne la participation des usagers. Parmi nos critères de sélection, l'association des usagers en fait clairement partie. On constate, et je constate, puisque c'est quand même moi qui vois beaucoup les dossiers, différents degrés d'implication des usagers. Le plus bas, si je puis dire, c'est la lettre de soutien, surtout quand elle est type, quand on voit bien que c'est l'équipe qui l'a rédigée. Quand on a 12 signataires qui envoient une lettre avec exactement le même contenu, il n'y a que l'entête qui change. Bon, écoutez, ça montre que le projet est connu des partenaires. À mon sens, ça ne montre que ça quand même, que les partenaires le connaissent et qu'ils ne sont pas formellement opposés. Mais c'est vraiment tout. Et puis après, on a toute une gradation qui va jusqu'à la situation la plus intégrée. On a la co-construction, c'est-à-dire qu'on a un projet qui nous est présenté, porté directement par plusieurs partenaires, dont des représentants d'usagers et ou de proches. Clairement, l'idéal, ce serait qu'on arrive à avoir de plus en plus de projets qui soient dans cette catégorie et qui soient franchement co-construits depuis le début par un groupement de partenaires associant des usagers. Donc, on regarde également sur la durée du projet l'intégration des usagers dans la gouvernance.
Il ne s'agit pas juste qu'ils aient signé, co-signé ou approuvé le dossier. Évidemment, on veut qu'ils soient présents dans la gouvernance du projet. Et on regarde aussi comment est prévue leur participation à l'évaluation. En général, pas trop d'ailleurs. J'en profite pour glisser ce petit message. Alors, si on essaie de se résumer autour de tout ça, comment créer les conditions les plus favorables à l'expression des usagers ou de leurs proches? Alors, le premier point, j'ai hésité à l'appeler comme ça, mais finalement, je pense que c'est quand même très vrai. Il faut créer un équilibre des forces. Dans ce sens-là, mon idée d'avoir un groupe de travail de 10 professionnels et un parent n'était pas très bonne. On n'est pas dans un conflit, bien sûr, mais il faut réussir à créer un certain équilibre des représentations pour que chacun puisse s'exprimer, se sentir légitime à s'exprimer, et aussi pour qu'on puisse détacher se détacher des expériences personnelles des uns ou des autres. Deuxième chose que j'en retiens, il faut penser à la double représentation des personnes concernées et des proches. Ça, c'est peut-être une spécificité de la santé mentale, mais ils ne se représentent pas l'un l'autre. Voilà. Ils ne disent pas la même chose, ils sont tous les deux complètement légitimes, mais ils ne disent pas la même chose. Troisième point, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, mais ça me semble vraiment important, il faut favoriser leur expression collective et organisée. Les professionnels, ils savent, en général, sauf exception, ils arrivent à avoir une expression collective, ils font front. En face, il faut que les usagers puissent le faire aussi. Et pour ça, ça veut dire qu'on leur transmet des documents à l'avance, qu'ils ont des supports, qu'ils peuvent discuter et se forger une position. Aucun d'entre nous, on peut se forger une position collective en découvrant le PowerPoint au moment de la réunion. C'est vrai évidemment pour eux aussi. Donc ça, je pense que c'est de la responsabilité de la personne qui organise la discussion, de s'assurer que les conditions sont favorables pour les usagers pour qu'ils puissent se forger une position collective et la porter de façon collective. Quatrième point, là je le partage avec vous parce que je me suis fait largement avoir une fois, donc ce n'est pas la peine qu'on soit trop nombreux à se faire avoir aussi. Quand il y a des paragraphes qui décrivent directement ce qu'ils pensent. Par exemple, on a un paragraphe qui s'appelle « Les attentes des usagers ». Moi, j'en avais un dans l'appel à projet réhabilitation psychosociale. Et puis, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, parce que c'est un vieux document, ce paragraphe, il était déjà écrit. Donc, on est arrivé devant le groupe de travail, et notamment les usagers, en leur proposant un projet d'AAP, un document martyr. Et puis, dedans, il y avait marqué « Les attentes des usagers ». Et puis, tout était bien rempli, point par point, point par point, point par point. Bon, les usagers ont été drôlement sympas. Ils m'ont juste dit, on aimerait bien l'écrire, nous, le paragraphe. Donc, j'ai surligné, j'ai fait supprimer, et ils l'ont écrit beaucoup mieux. Ça, je ne me laisserai plus avoir. Franchement, quand on a des choses qui les concernent directement, autant qu'ils les écrivent, ce sera mieux dit, et ce sera aussi un gain de temps, d'ailleurs, pour les professionnels. Et puis, dernier point, parce que là aussi, je devais hésiter, ce n'est pas la peine de s'arrêter aux grands principes ou de renoncer à leur donner des documents au prétexte qu'ils seraient trop techniques, trop compliqués, etc. Je pense que plus on entre avec eux dans l'opérationnel, mieux c'est. Ils comprennent très bien ce que c'est qu'un appel à projet, même un document complexe, etc. Il y a aucun... En fait, on a tort d'avoir des craintes par rapport à ça. Moi, j'ai retenu qu'on pouvait sans problème leur donner, y compris les documents les plus techniques qu'on produise. Avec quelques clés, ils arrivent parfaitement à se les approprier, aussi bien de toute façon que les professionnels. Donc maintenant, les usagers, ce n'est pas seulement dans les grands principes, c'est vraiment dans l'opérationnel, dans la rédaction de nos documents de cadrage, dans les choses les plus pratiques qu'on peut faire. Voilà, on va pouvoir commencer la discussion si vous le souhaitez. Je voulais quand même faire une conclusion très, très provisoire avec juste 3 petites convictions que j'ai fini par vraiment me forger et que je voulais partager avec vous ce soir. La première conviction, c'est que chacun est légitime. Donc, je crois qu'il faut le redire ça régulièrement à chaque groupe de travail pour éviter les inquiétudes de c'est plutôt lui, il préfère un tel, etc. Ce n'est pas la question. On a tous des choses différentes à apporter. Chacun est légitime à les apporter. Et il n'y a pas une légitimité qui l'emporte sur l'autre. Deuxième conviction, c'est à celui qui pose la question d'organiser les conditions les plus favorables pour entendre toutes les réponses. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est à celui qui anime le groupe, enfin celui qui a besoin des autres, d'organiser sa conduite, ses travaux, pour que les usagers, les proches, les personnes concernées puissent s'exprimer.
c'est nous qui avons cette responsabilité-là pour le coup. Les usagers ne demandent que ça, de se saisir de toutes les occasions, mais c'est à nous de créer les conditions favorables. Et puis la dernière chose, hein, je reboucle là sur mon introduction, la question, c'est pas du tout de savoir convaincre. D'abord, je pense qu'on sait tous le faire, mais là, on est à côté de la plaque si on essaie de convaincre les patients, les usagers, leurs proches. La question, c'est de construire ensemble et finalement d'avoir vraiment une co-construction de la réponse qu'on peut apporter aux situations très compliquées auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, moi d'un petit peu plus loin, mais on parle quand même finalement des mêmes situations et de la même souffrance.